Les ombres du château. Les ombres du château. Une histoire de lumière et de ténèbres. France 1452. Avant de commencer. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de plonger dans cette histoire captivante et sombre de la France médiévale, nous aimerions vous inviter à faire partie de notre communauté. Si vous appréciez nos histoires, pensez à laisser un pouce en l'air pour soutenir la chaîne, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, nous dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez, êtes-vous en France, au Québec, en Afrique, en Haïti, ailleurs dans le monde francophone? Nous adorons savoir où se trouve notre communauté. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment les histoires historiques captivantes. Aujourd'hui, nous vous présentons Les ombres du château, une histoire troublante mais importante sur la dualité humaine, le courage face au mal et le triomphe de la justice. Cette histoire dure environ 60 minutes, alors installez-vous confortablement. Avertissement. Cette histoire contient des thèmes matures incluant des abus et de la violence. Elle est destinée à un public adulte. Maintenant, transportons-nous ensemble en France, en l'an 1452. Prologue. La façade dorée. Dans la brume matinale qui enveloppait la vallée de la Loire, le château de la Lumière se dressait comme une cathédrale de pierre blanche, ses tourelles perçant le voile gris du ciel. C'était l'an de grâce 1452, une époque où la foi et la peur se côtoyaient dans les cœurs des hommes, où Dieu et le diable semblaient bien se disputer chaque âme. Au sommet de la plus haute tour, deux silhouettes identiques observèrent le village en contrebas. Pierre et Paul de Montclerc, les frères jumeaux qui régnaient sur ce domaine, contemplèrent leur royaume avec des sourires qui ne se reflétaient pas dans leurs yeux. « Regarde-les, frères, » murmura Pierre, sa voix douce comme du velours, « comme ils nous admirent, comme ils nous vénèrent. » Paul acquiesça, son visage miroir parfait de celui de son jumeau. L'ignorance est une bénédiction pour eux. Ils voient ce que nous voulons qu'ils voient. La lumière, toujours la lumière, jamais les ombres. En bas, dans le village de Sainte-Croix, les paysans commençaient leur journée, ignorant des secrets qui entêtent les murs du château. Pour eux, les frères Montclerc étaient des saints vivants, des bienfaiteurs envoyés par la Providence elle-même. Mais dans les entrailles du château de la Lumière, dans des chambres que la lumière du jour n'atteignait jamais, d'autres vérités attendaient d'être découvertes, des vérités qui feraient trembler les fondations mêmes de la foi et de la raison. Cette histoire est celle de ces vérités. C'est l'histoire de la façon dont le mal peut se déguiser en bien, comment les monstres peuvent porter l'habit de moine et comment les plus grands péchés peuvent être commis au nom de Dieu. Première partie, les saints de Sainte-Croix. Chapitre 1, l'héritage. L'histoire des frères Montclerc commença 28 ans plus tôt, en 1424, lorsque dame Isabelle de Montclerc donna naissance à des jumeaux dans la grande chambre du château. C'était un accouchement difficile qui faillit coûter la vie à la mère. Le médecin, un vieux sage nommé Docteur Arnaud, avait murmuré des prières pendant toute la nuit, certain que ni la mère ni les enfants ne survivraient. Mais contre toute attente, les trois vécurent. Les bébés sortirent l'un après l'autre, si identiques que même la sage-femme ne put les distinguer. On les baptisa Pierre et Paul en l'honneur des saints apôtres, et on marqua discrètement le poignet de Pierre d'une petite croix au fer rouge pour pouvoir les différencier. Leur père, le seigneur Guillaume de Montclerc, était un homme pieux mais distant. Veuf après la mort d'Isabelle quelques mois après l'accouchement, il confia l'éducation des jumeaux à l'abbé Mathieu, un érudit réputé qui avait étudié à la Sorbonne à Paris. Dès leur plus jeune âge, Pierre et Paul montrèrent une intelligence remarquable. À 5 ans, ils lisaient déjà le latin. À 7 ans, ils débattaient de théologie avec des moines 3 fois leur âge. À 10 ans, ils composaient de la poésie et résolvaient des problèmes mathématiques que même l'abbé Mathieu trouvait complexes. Mais quelque chose d'autre se développait en eux, quelque chose que personne ne remarquait encore. Une fascination morbide pour le pouvoir, une curiosité déviante pour les aspects les plus sombres de la nature humaine. L'abbé Mathieu se souvenait d'un incident lorsque les jumeaux avaient 12 ans. Il les avait trouvés dans la bibliothèque,
penché sur un manuscrit ancien décrivant les pratiques des gnostiques hérétiques. Les garçons n'avaient montré aucune honte d'avoir été découverts, seulement de la curiosité intellectuelle. Ces hommes croyaient que le corps était une prison, avait expliqué Pierre avec un calme troublant, que les plaisirs de la chair étaient en réalité des chemins vers la transcendance spirituelle. Si nous nous élevons au-dessus du péché, avait ajouté Paul, le péché cesse-t-il d'être péché? L'abbé avait confisqué le manuscrit et administré une sévère réprimande. Mais dans ses prières cette nuit-là, il avait ressenti un malaise qu'il ne pouvait nommer. Il y avait quelque chose dans les yeux des jumeaux, une lueur qui n'aurait pas dû s'y trouver. Chapitre 2. L'Ascension. En 1442, lorsque les jumeaux eurent 18 ans, leur père mourut d'une fièvre soudaine et mystérieuse. Certains murmurèrent qu'il avait été empoisonné, mais aucune preuve ne fut jamais trouvée. Pierre et Paul héritèrent du château et de toutes les terres environnantes, devenant du jour au lendemain deux des hommes les plus puissants de la région. Leur première action fut de transformer une aile du château en école pour les enfants pauvres du village. Ils engagèrent des tuteurs, achetèrent des livres et annoncèrent que l'éducation serait gratuite pour tous ceux qui la désiraient. La connaissance est la lumière qui chasse l'obscurité de l'ignorance, proclama Pierre lors de l'inauguration de l'école. Nous nous engageons à illuminer les esprits de tous, riches ou pauvres, nobles ou roturiers. Le village fut émerveillé. Jamais auparavant des seigneurs n'avaient montré une telle générosité. Les familles se pressaient pour inscrire leurs enfants, particulièrement leurs filles, car les jumeaux insistaient sur le fait que les filles devaient recevoir la même éducation que les garçons. Les femmes sont les gardiennes de la foi et de la famille, expliquait Paul aux parents sceptiques. Comment peuvent-elles guider leurs enfants vers Dieu si elles sont elles-mêmes ignorantes? En parallèle, les jumeaux établirent un dispensaire où ils soignaient gratuitement les malades. Ils avaient étudié la médecine avec passion et leur connaissance des herbes médicinales était impressionnante. Ils guérirent des fièvres, soignèrent des blessures et même délivrèrent plusieurs femmes lors d'accouchements difficiles. Leur réputation grandit. On les appelait les saints jumeaux, les anges du château de la lumière. Des pèlerins venèrent de loin pour recevoir leur bénédiction. Des prêtres les citaient en exemple dans leurs sermons. Mais derrière cette façade de sainteté, quelque chose de très différent se préparait. Chapitre 3. Les premières ombres. La première disparition passa presque inaperçue. En 1444, une jeune fille nommée Marguerite, âgée de 13 ans, disparut du village. Sa famille, de pauvres paysans, supposa qu'elle s'était enfuie pour échapper à la misère. C'était une explication triste, mais pas inhabituelle en ces temps difficiles. Ce que personne ne savait, c'est que Marguerite n'était pas partie de son plein gré. Elle avait été invitée au château par les jumeaux eux-mêmes, qui lui avaient offert une position spéciale en tant qu'élève résidente, avec la promesse d'une éducation supérieure qui lui permettrait peut-être même de devenir abbesse un jour. La mère de Marguerite, une veuve nommée Jeanne, avait été ravie. Quelle opportunité pour sa fille! Elle l'avait embrassée en pleurant de joie et l'avait regardée monter la colline vers le château, un petit baluchon contenant toutes ses possessions sur l'épaule. Marguerite ne revint jamais. Au château, elle fut accueillie avec une chaleur troublante par les jumeaux. On lui donna une belle chambre dans l'aile est, avec un lit confortable, des vêtements neufs et des livres à profusion. Les premières semaines furent merveilleuses. Elle étudiait le latin, la philosophie, la musique. Les jumeaux étaient des professeurs patients et attentionnés. Puis, lentement, les choses changèrent. Les leçons commencèrent à inclure des textes étranges, des manuscrits anciens parlant de mystères ésotériques et de rituels secrets. Pierre et Paul lui expliquaient que la vraie connaissance se trouvait au-delà des enseignements ordinaires de l'Église, dans des traditions plus anciennes et plus profondes. « L'Église enseigne la peur », lui dit Paul un soir, alors qu'ils étudiaient dans la bibliothèque faiblement éclairée par des chandelles. « Mais nous t'enseignerons la liberté, la vraie illumination spirituelle. » Marguerite, jeune et impressionnable, buvait leurs paroles. Elle voulait désespérément leur plaire, ces hommes brillants qui avaient été si généreux avec elle. Puis vinrent les cérémonies. La première fois, ils lui dirent que c'était un rite d'initiation, une manière de consacrer son éducation à des fins supérieures. Ils la conduisirent dans une chambre secrète sous le château,
accessible par un passage caché derrière une bibliothèque. La pièce était circulaire, ses murs couverts de symboles étranges qui semblaient à la fois chrétiens et païens. « N'aie pas peur », murmura Pierre, sa voix rassurante mais ses yeux brillants d'une lueur inquiétante. « Ce que nous allons faire est sacré. C'est un chemin vers Dieu que peu connaissent. » Ce qui se passa ensuite brisa quelque chose en Marguerite. Les jumeaux, ces hommes qu'elle avait admirés, la violèrent tour à tour, transformant l'acte en un pseudo-rituel rempli de prières blasphématoires et d'invocations. Ils lui dirent que c'était nécessaire, que c'était saint, que c'était ainsi que les anciennes prêtresses communiquaient avec le divin. Marguerite pleura, supplia, se débattit. Mais les murs épais de la chambre secrète étouffaient ses cris. Et quand ce fut terminé, quand les jumeaux l'eurent laissée recroqueviller sur le sol de pierre froide, quelque chose en elle mourut. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Les cérémonies se répétèrent encore et encore. Marguerite tenta de s'échapper une fois, mais fut rapidement rattrapée par les serviteurs des jumeaux, des hommes qui avaient été achetés avec de l'or et des menaces. Elle tenta de se suicider en se jetant d'une fenêtre, mais la fenêtre de sa chambre avait été murée. Elle cessa de manger, espérant mourir de faim, mais on la força à se nourrir. Finalement, elle se brisa complètement. Elle devint docile, obéissante, une coquille vide qui faisait ce qu'on lui disait sans résistance. Les jumeaux avaient gagné. Chapitre 4. L'expansion du mal. Au cours des 8 années suivantes, de 1444 à 1452, le schéma se répéta. Chaque année, 1 ou 2 jeunes filles étaient sélectionnées pour le programme spécial des jumeaux. Elles venaient toujours de familles pauvres, des orphelines ou des filles de veuves, celles dont la disparition ne causerait pas trop de questions. Les jumeaux perfectionnèrent leur système. Ils créèrent une aile entière du château réservée à ces filles, accessible uniquement par des passages secrets. De l'extérieur, cette aile semblait abandonnée, ses fenêtres murées donnant l'impression de pièces inutilisées depuis des générations. À l'intérieur, c'était une prison luxueuse. Les filles étaient bien nourries, bien vêtues, et continuaient même à recevoir une forme d'éducation. Mais elles étaient totalement isolées du monde extérieur, leur vie entièrement contrôlée par les jumeaux. Pierre et Paul avaient développé toute une philosophie pour justifier leurs actions. Ils s'étaient maintenant convaincus qu'ils menaient des expériences spirituelles, qu'ils exploraient les limites de l'âme humaine. Ils mélangèrent des éléments de christianisme gnostique, de mysticisme païen et de leur propre délire pour créer une théologie tordue qui légitimait leurs abus. « Nous sommes comme les anges qui testèrent Job », expliquait Pierre à Paul lors d'une de leurs longues conversations nocturnes. « Nous éprouvons ces âmes pour les purifier, pour les élever au-dessus de la chair. »« La souffrance est le creuset de la sainteté, » répondait Paul. « Les plus grandes saintes ont connu le martyre. Nous leur offrons un martyre privé, une chance de transcender leurs conditions mortelles. » Ils tenaient des journaux détaillés de leur expérience, notant les réactions psychologiques et physiques de leurs victimes. Dans leur esprit malade, ils étaient des chercheurs, des pionniers spirituels explorant des territoires interdits de l'expérience humaine. Pendant ce temps, leur réputation publique continuait de croître. Ils financèrent la construction d'une nouvelle église dans le village. Ils donnèrent généreusement aux pauvres lors des famines. Ils accueillirent des réfugiés fuyant la guerre de 100 ans. Chaque acte de charité publique servait de camouflage pour leurs crimes privés. Le château de la Lumière devint un lieu de pèlerinage. Des nobles venaient consulter les jumeaux pour des conseils spirituels. Des évêques louaient leur piété. Le roi Charles VII lui-même leur envoya une lettre de remerciement pour leur œuvre charitable. Et tout ce temps, dans les entrailles du château, des jeunes filles souffraient en silence. Deuxième partie. Les voix du silence. Chapitre 5. Élise. En 1450, une jeune fille de 14 ans nommée Élise Leblanc entra au service du château. Contrairement aux autres victimes, Élise n'était pas destinée au programme spécial. Elle avait été engagée comme simple servante, chargée de nettoyer et de servir les repas. Élise était intelligente, observatrice, et dotée d'une volonté de faire héritée de sa grand-mère,
une sage-femme respectée qui lui avait appris à ne jamais faire confiance aveuglément aux hommes, même ceux qui portaient l'habit de la piété. Dès ses premiers jours au château, Élise remarqua des choses étranges, des portes qui devaient rester fermées, des couloirs où personne n'était autorisé à aller, des bruits faibles comme des pleurs qui semblaient devenir des murs eux-mêmes. Elle remarqua aussi le comportement des jumeaux. En public, ils étaient là pour la quintessence de la courtoisie et de la bonté. Mais elle surprit parfois des regards qu'ils échangeaient, des sourires qui n'avaient rien de sain. Elle vit comment leurs yeux s'attardaient sur les jeunes servantes, comment ils sélectionnaient soigneusement celles qui seraient promues à des positions spéciales. Un jour, en nettoyant la bibliothèque, Élise découvrit un passage secret derrière une étagère mal fermée. Sa curiosité l'emporta sur sa prudence. Elle se glissa dans l'ouverture, descendant un escalier étroit qui s'enfonçait dans les profondeurs du château. Ce qu'elle découvrit la glaça jusqu'aux os. La chambre secrète était vide ce jour-là, mais les traces de son utilisation étaient évidentes. Des chaînes fixées au mur, des taches suspectes sur le sol de pierre, des symboles inquiétants gravés partout, et surtout une odeur, un mélange de peur, de sang et de quelque chose de plus sombre encore. Élise remonta précipitamment, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende. Elle replaça l'étagère comme elle l'avait trouvée et s'enfuit de la bibliothèque. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle savait qu'elle avait découvert quelque chose de terrible, mais que pouvait-elle faire? Qui la croirait? Les jumeaux étaient vénérés comme des saints. Elle n'était qu'une servante sans éducation. Chapitre 6. L'amitié interdite. Quelques semaines après sa découverte, Élise croisa une des filles du programme spécial. C'était un accident. La fille, nommée Catherine, s'était échappée momentanément de l'aile secrète dans un moment de confusion. Catherine avait environ 16 ans, mais elle en paraissait 40. Ses yeux étaient vides, son visage émacié malgré une alimentation adéquate. Elle marchait comme un fantôme, traînant les pieds dans un couloir qui aurait dû être désert. « Qui êtes-vous » demanda Élise doucement, approchant la fille avec précaution. Catherine la regarda sans vraiment la voir. « Catherine » murmura-t-elle. « Je m'appelle Catherine. » Ou peut-être que je m'appelais Catherine, je ne sais plus. « Que vous ont-ils fait » demanda Élise, les larmes aux yeux devant cette vision de souffrance. Avant que Catherine ne puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. Pierre apparut, son visage affichant une expression de contrariété rapidement remplacée par son sourire habituel. « Ah, Catherine, » dit-il avec douceur, « tu t'es perdue, ma chère. Viens, laisse-moi te ramener dans ta chambre. Tu sais que tu ne dois pas te promener seule. » Il se tourna vers Élise et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui la terrifia. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de pire, de l'évaluation comme s'il la jaugeait, se demandant si elle aussi devrait être ajoutée à sa collection. « Élise, n'est-ce pas ?» dit-il. « Tu es une bonne travailleuse. Mon frère et moi t'apprécions beaucoup, mais tu dois comprendre que certaines parties du château sont privées. Catherine ici présente souffre d'une maladie de l'esprit. Nous la soignons avec charité chrétienne, mais elle a besoin d'être protégée d'elle-même. Tu comprends ?» Élise hocha la tête, n'osant pas parler, sentant le danger qui émanait de cet homme malgré son ton doux. « Bien, » sourit Pierre. « Retourne à tes tâches. Et Élise, il vaut mieux ne pas parler de cette rencontre. Les rumeurs pourraient te blesser Catherine davantage. Nous comptons sur ta discrétion. » C'était une menace voilée, et Élise la comprit parfaitement. Elle s'inclina et s'enfuit, le son des pas de Pierre et Catherine s'estompant derrière elle. Cette nuit-là, Élise prit une décision. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. Mais elle devait être prudente, méthodique. Les jumeaux étaient puissants et protégés. Elle aurait besoin de preuves, de témoignages et d'alliés. Elle commença à observer, à écouter, à noter mentalement chaque détail suspect. Elle apprit les horaires des jumeaux, les moments où ils descendèrent dans leur chambre secrète. Elle identifia les autres serviteurs qui semblaient mal à l'aise avec les frères, ceux qui pourraient être convaincus de témoigner. Chapitre 7. La découverte de l'horreur. 2 mois passèrent. Élise avait rassemblé suffisamment d'informations pour être certaine que ses soupçons étaient refondés.
Elle savait maintenant qu'au moins 7 filles étaient retenues dans l'aile secrète. Elle avait identifié les passages cachés, les horaires des cérémonies, et même réussi à voler une clé qui ouvrait certaines des portes interdites. Un soir de novembre 1451, alors que les jumeaux étaient partis en voyage pour rencontrer un évêque dans une ville voisine, Élise décida d'agir. Elle prit la clé volée et, le cœur battant, se dirigea vers l'aile interdite. Elle passa par le passage secret de la bibliothèque qu'elle connaissait maintenant bien. Descendant les escaliers de pierre, elle arriva dans un couloir qu'elle n'avait jamais exploré complètement. Des portes en bois épais bordaient le corridor, chacune équipée de lourds verrous. Élise déverrouilla la première porte. La pièce était petite mais richement meublée, un lit confortable, une table, des livres. Mais les fenêtres étaient murées et une jeune fille était recroquevillée dans un coin, la regardant avec des yeux remplis de peur et d'espoir mêlés. « N'aie pas peur, » murmura Élise. « Je suis ici pour t'aider. Comment t'appelles-tu » ? « Agnès, » répondit la fille d'une voix tremblante. « Es-tu réelle » ? « Parfois je vois des choses qui ne sont pas là. »« Je suis réelle, » assura Élise. « Combien d'autres filles sont ici » ? « September. »« Non, 8 maintenant. Ils ont amené une nouvelle la semaine dernière. Une petite, peut-être 12 ans. » Les larmes coulaient sur le visage d'Agnès. Elle pleure tout le temps. Ils disent qu'elle apprendra à se taire, comme nous toutes. Élise ouvrit chaque porte, une par une, découvrant l'ampleur de l'horreur. Chaque pièce contenait une prisonnière, chacune à un stade différent de destruction psychologique. Certaines étaient encore capables de communiquer, d'autres étaient presque catatoniques. La plus jeune, Marie, n'avait effectivement que 12 ans. Elle était arrivée récemment et n'avait pas encore été complètement brisée. Quand Élise ouvrit sa porte, Marie se précipita vers elle, s'accrochant à ses jupes et sanglotant. « S'il vous plaît, emmenez-moi chez ma mère », pleurait-elle. « Je veux rentrer à la maison. Je promets d'être sage. Je ne dirai rien à personne sur les choses qu'ils m'ont faites. S'il vous plaît. » Le cœur d'Élise se brisa. Elle voulait les libérer toutes immédiatement, les conduire hors du château cette nuit même. Mais elle savait que ce serait une erreur. Les jumeaux avaient des hommes partout. Les filles seraient rattrapées avant d'atteindre le village. Non, elle devait faire les choses correctement. Elle devait aller voir les autorités, amener des hommes armés, s'assurer que les jumeaux seraient arrêtés et que ces filles seraient vraiment libres. « Je vais vous sortir de là », promit Élise aux filles rassemblées. « Mais je dois le faire intelligemment. Si j'essaie de vous faire sortir maintenant, ils vous rattraperont. Je dois aller chercher de l'aide. Pouvez-vous tenir encore quelques jours ?» Les filles, malgré leur désespoir, comprirent. Elles hochèrent la tête, s'accrochant à ce nouvel espoir comme à une bouée de sauvetage. Élise referma chaque porte, son cœur lourd de culpabilité de les laisser là, mais sachant que c'était la seule façon de les sauver vraiment. Elle remonta les escaliers et quitta le passage secret. Elle avait vu assez. Maintenant, elle devait agir. Troisième partie, la révélation. Chapitre 8. Le long chemin vers la justice. Le lendemain matin, avant l'aube, Élise quitta le château. Elle se rendit directement à la ville de Tours, à 2 jours de marche, où se trouvait le siège du bailliage royal. C'était une décision dangereuse. Si les jumeaux découvraient sa fuite, ils enverraient certainement des hommes à sa poursuite. Mais Élise avait de la chance. Les jumeaux, encore en voyage, ne remarquèrent pas immédiatement son absence. Et quand ils le firent, ils supposèrent simplement qu'une servante de plus avait quitté son service, une occurrence assez commune pour ne pas mériter une attention particulière. À Tours, Élise se présenta devant le bailli, un homme nommé Jean de Rochefort. C'était un officier royal respecté, connu pour son intégrité et sa rigueur. Mais il était aussi prudent, conscient des implications politiques de ses décisions. « Seigneur bailli », commença Élise, s'agenouillant respectueusement, « je viens porter de graves accusations contre Pierre et Paul de Montclair, seigneurs du château de la Lumière. » Le bailli fronça les sourcils. Les Montclair étaient des hommes influents, admirés dans toute la région. Accuser de tels hommes n'était pas quelque chose à prendre à la légère. « Parle, jeune fille, » dit-il, « mais sois avertie. Porter de fausses accusations contre des nobles est un crime grave. »
Élise prit une profonde inspiration et raconta tout. Les filles prisonnières, les chambres secrètes, les abus, les rituels blasphématoires. Elle parla pendant plus d'une heure, ne s'arrêtant que pour reprendre son souffle. Le bailli l'écouta en silence, son expression passant de l'incrédulité à l'horreur. Quand Élise eut terminé, il resta silencieux pendant un long moment. « Ce sont des accusations extraordinaires, » dit-il finalement. « As-tu des preuves? Des témoins? » « Les filles elles-mêmes sont les preuves, » répondit Élise. « Elles sont toujours là-bas, dans les chambres secrètes. Venez les voir, écoutez leurs histoires. »« Et si tu me conduis là-bas et que nous ne trouvons rien ?» demanda le bailli. « Les Montclair pourraient avoir déplacé avant notre arrivée. »« Alors interrogez les autres serviteurs, » insista Élise. « Je ne suis pas la seule à avoir remarqué des choses étranges. D'autres parleront si vous leur garantissez la protection. » Le bailli réfléchit longuement. C'était une situation délicate. S'il agissait et que les accusations s'avéraient fausses, il aurait offensé deux des hommes les plus respectés de la région. Mais s'il n'agissait pas et que les accusations étaient vraies, il serait complice par son inaction de crimes innommables. Finalement, son sens de la justice l'emporta. « Très bien, » dit-il. « Je vais organiser une enquête. Mais elle doit être menée discrètement d'abord. Je ne peux pas simplement envahir le château d'hommes respectés sur la parole d'une servante. »« Je comprends, » dit Élise, soulagée qu'il la croie au moins assez pour enquêter. Chapitre 9. L'enquête. Au cours des semaines suivantes, le bailli de Rochefort mena son enquête avec une discrétion méticuleuse. Il commença par interroger d'autres serviteurs du château, des gens qui avaient quitté le service des Montclair au fil des ans. Beaucoup furent réticents à parler au début, terrifiés par la puissance des jumeaux. Mais avec des assurances de protection et devant l'autorité royale, certains commencèrent à révéler ce qu'ils avaient vu ou entendu. Un ancien palefrenier nommé Thomas raconta comment il avait entendu des cris la nuit, des cris qui semblaient venir de nulle part. Une cuisinière nommée Berthe parla des quantités étranges de nourriture qui étaient préparées, plus que nécessaires pour la maisonnée visible du château. Un maçon qui avait travaillé sur des rénovations du château 2 ans auparavant révéla qu'on lui avait demandé de murer des fenêtres dans une aile entière et de construire de nouveaux passages secrets. Il avait trouvé cela étrange à l'époque, mais les jumeaux l'avaient payé généreusement pour son silence. Le bailli collecta aussi des témoignages de familles du village dont les filles avaient disparu. Ces familles, pour la plupart, avaient accepté les explications des jumeaux que leurs filles étaient parties étudier ailleurs, ou étaient entrées dans des couvents, ou s'étaient mariées. Mais maintenant, confrontées aux questions du bailli, elles commencèrent à se demander si ces explications avaient vraiment du sens. Pourquoi Marguerite n'avait-elle jamais envoyé de lettres? Pourquoi Agnès, qui adorait sa mère, n'était-elle jamais revenue la voir? Pourquoi tant de filles disparaissaient-elles après être entrées au service du château? Armé de ces témoignages, le bailli de Rochefort obtint un mandat royal pour perquisitionner le château de la Lumière. Il rassembla une force de 20 hommes armés et se mit en route, laissant Élise en sécurité à Tours. Chapitre 10. La descente. Le 15 janvier 1452, le bailli de Rochefort et ses hommes arrivèrent au château de la Lumière. C'était une matinée froide et brumeuse, le genre de temps qui semblait prophétiser des événements sombres. Les jumeaux, informés de l'arrivée du bailli, l'accueillirent avec leur courtoisie habituelle. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Élise leur manquait toujours, mais ils supposaient qu'elle était simplement partie chercher du travail ailleurs. « Seigneur bailli, » dit Pierre avec un sourire chaleureux, « quel honneur de recevoir votre visite. En quoi pouvons-nous vous servir? » « J'ai un mandat pour fouiller votre château, » annonça le bailli sans préambule. « Des accusations graves ont été portées contre vous. » Les sourires des jumeaux se figèrent. « Des accusations ?» dit Paul, sa voix toujours calme mais une lueur dangereuse apparaissant dans ses yeux. « De quelle nature? Enlèvement? Séquestration? Viol? » Le bailli énuméra les crimes d'une voix neutre. « J'ai l'autorité du roi pour enquêter sur ces allégations. » Les jumeaux échangèrent un regard.
Pendant un instant, le bailli crut qu'ils allaient résister, peut-être même ordonner à leurs serviteurs d'attaquer. Mais Pierre et Paul étaient trop intelligents pour cela. « Bien sûr, dit Pierre finalement, nous n'avons rien à cacher. Nous coopérerons pleinement avec votre enquête, bien que nous soyons profondément offensés par ces accusations ridicules. »« Conduisez-nous d'abord aux chambres de l'aile est, » ordonna le bailli. « L'aile est » Paul sembla confus. « Cette aile est abandonnée depuis des années. Il n'y a rien là-bas que de vieilles pièces poussiéreuses. »« Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous vérifions, » répondit le bailli sèchement. Les jumeaux n'avaient pas le choix. Ils conduisirent le bailli et ses hommes vers l'aile est. Mais quand ils arrivèrent aux portes qui donnaient accès au passage secret, les jumeaux affirmèrent qu'ils n'avaient pas les clés. « Ces portes sont fermées depuis si longtemps que nous avons perdu les clés il y a des années, » expliqua Pierre. Le bailli n'était pas dupe. « Défoncez les portes, » ordonna-t-il à ses hommes. Les soldats s'exécutèrent, utilisant des haches pour briser le bois ancien. Les portes cédèrent, et derrière elles, ils découvrirent les passages secrets qu'Élise avait décrits. Descendant les escaliers de pierre, la troupe arriva aux chambres où les filles étaient retenues. Le bailli ouvrit la première porte et trouva Agnès, recroquevillée dans un coin, ses yeux élargis de peur. « N'ayez pas peur, » dit le bailli doucement. « Nous sommes ici pour vous sauver. » Une par une, les portes furent ouvertes et les 8 filles furent trouvées. Certaines pleurèrent de soulagement. D'autres, trop brisées pour réagir, regardèrent simplement leur sauveur avec des yeux vides. Le bailli se tourna vers les jumeaux, la rage brûlant dans ses yeux. « Pierre et Paul de Montclair, je vous arrête au nom du roi pour les crimes de séquestration, viol et hérésie. » Les masques des jumeaux tombèrent enfin. Toute prétention à la sainteté disparut, remplacée par une expression de rage froide. « Vous ne comprenez pas ce que nous faisions, » cracha Pierre. « C'était pour un but supérieur. Nous explorions les mystères de l'âme. »« Nous étions des pionniers spirituels, » ajouta Paul. « L'histoire nous reconnaîtra comme des visionnaires. »« L'histoire vous reconnaîtra comme des monstres, » répondit le bailli. « Emmenez-les. » Les soldats enchaînèrent les jumeaux et les traînèrent hors du château. Les filles furent emmenées aussi, mais avec douceur, enveloppées dans des couvertures chaudes et conduites vers la sécurité. Élise, qui avait voyagé avec le groupe mais était restée en arrière, entra finalement dans le château. Elle trouva les filles et les étreignit, pleurant avec elles. « Tu as tenu ta promesse, » murmura Agnès. « Tu nous as sauvés. » 4e partie. Le jugement. Chapitre 11. Le procès. Le procès de Pierre et Paul de Montclair commença en mars 1452 et devint l'événement judiciaire le plus sensationnel de la décennie. Des gens venaient de tout le royaume pour voir les saints jumeaux démasqués comme les monstres qu'ils étaient vraiment. Le tribunal fut présidé par 3 juges royaux, envoyés spécialement par le roi Charles VII lui-même, qui était horrifié d'apprendre ce qui s'était passé sous le couvert de la charité chrétienne. Les preuves étaient accablantes. Les 8 filles témoignèrent, décrivant en détails déchirants ce qu'elles avaient enduré. Leur témoignage était si graphique que plusieurs spectateurs quittèrent la salle en pleurant. Les serviteurs du château témoignèrent de ce qu'ils avaient vu et entendu. Le maçon expliqua les modifications secrètes qu'il avait faites au château. Les jumeaux tentèrent de se défendre, affirmant qu'ils étaient victimes d'une conspiration, que les filles mentaient, qu'Élise les avait tous manipulés par jalousie. Mais personne ne les crut. La vérité était trop évidente, trop documentée, trop horrifiante pour être niée. Les jumeaux essayèrent ensuite une autre tactique. Ils affirmèrent qu'ils avaient agi sous l'influence de forces démoniaques, qu'ils n'étaient pas responsables de leurs actions. Ils supplièrent la miséricorde de la cour, invoquant leur ancien service charitable. « Nous avons fait tant de bien, » plaidait Pierre. « Nous avons éduqué des centaines d'enfants, soigné des milliers de malades. Ces quelques erreurs de jugement ne peuvent-elles pas être pardonnées au vu de tout le bien que nous avons accompli ?» Le juge en chef, un homme âgé nommé Guillaume de Thiers, le regarda avec dégoût. « Vous avez utilisé votre charité comme couverture pour des crimes abominables, » dit-il. « Vous avez trahi la confiance que les gens plaçaient en vous. »
Vous avez violé des enfants au nom de Dieu. Il n'y a pas de bien qui puisse effacer un tel mal. » Élise fut appelée à témoigner et raconta courageusement son histoire. Elle décrivit sa découverte des chambres secrètes, sa décision de chercher de l'aide et son voyage périlleux vers Tours. « Pourquoi avez-vous risqué tant de choses ?» lui demanda un des juges. « Parce que c'était juste, » répondit simplement Élise. « Parce que je ne pouvais pas vivre en sachant ce qui se passait et ne rien faire, parce que ces filles méritèrent d'être sauvées. » Sa bravoure inspira toute l'assemblée. Quand elle quitta le témoignage, les spectateurs applaudirent, une occurrence sans précédent dans un tribunal. Chapitre 12. Le verdict. Après 3 semaines de témoignages et de délibérations, le tribunal rendit son verdict le 25 mars 1452. Pierre et Paul de Montclerc étaient reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, séquestration, viol répété, hérésie, blasphème et corruption de mineurs. La sentence était sans appel, ils seraient emprisonnés à vie dans des cellules séparées, sans possibilité de communication entre eux ou avec le monde extérieur. « Vous avez abusé de position de confiance et de pouvoir », déclara le juge de Thiers lors de la sentence. « Vous avez transformé un château dédié à la lumière en un tombeau de ténèbres. Vous avez violé l'innocence au nom de la spiritualité. Pour ces crimes contre Dieu et l'humanité, vous passerez le reste de vos jours dans l'obscurité et l'isolation que vous avez infligées à vos victimes. » Les jumeaux ne montrèrent aucune émotion en entendant leur sentence. Peut-être étaient-ils toujours convaincus de leur propre justesse, incapables de voir la monstruosité de leurs actes. Ou peut-être avaient-ils simplement accepté leur destin. Ils furent emmenés vers des prisons différentes, Pierre vers le nord, à Rouen, et Paul vers le sud, à Toulouse. On s'assura qu'ils ne se reverraient jamais, séparant ces jumeaux qui avaient partagé toute leur vie, y compris leurs crimes les plus horribles. Le château de la Lumière fut saisi par la couronne. Une décision fut prise quant à son avenir. Il serait transformé en couvent, un lieu de prière et de pénitence. Les chambres secrètes seraient détruites, les passages condamnés. Le château serait purifié, consacré de nouveau à des fins véritablement saintes. Les filles victimes reçurent des compensations financières prélevées sur la fortune des Montclerc. Plus important encore, elles reçurent du soutien pour reconstruire leur vie. Certaines retournèrent dans leur famille. D'autres, trop brisées pour revenir à leur ancienne vie, entrèrent dans des couvents où elles trouvèrent une certaine paix. Élise fut récompensée pour son courage. Elle reçut une dot généreuse et fut honorée publiquement pour son héroïsme. Mais elle refusa la plupart des honneurs, préférant retourner tranquillement à son village. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire », dit-elle quand on la félicita. Le vrai courage aurait été de ne jamais permettre que de tels crimes se produisent. Épilogue. Les ombres persistantes. Chapitre 13. Les dernières années. Pierre de Montclerc mourut en prison en 1465 après 13 ans d'incarcération. Il avait passé ses dernières années dans un silence presque total, refusant de parler à ses gardiens ou de recevoir des visiteurs. On dit qu'il passa son temps à écrire, remplissant des cahiers de justifications théologiques délirantes de ses crimes. Ses écrits furent brûlés après sa mort, jugés trop dangereux pour être préservés. Paul survécut à son frère de 7 ans, mourant en 1472. Contrairement à Pierre, Paul ne cessa jamais de parler, continuant jusqu'à son dernier souffle à se présenter comme un martyr incompris. Même au seuil de la mort, il ne montra aucun remords authentique. Ses derniers mots, selon son gardien, furent « L'histoire me justifiera ». L'histoire, bien sûr, fit tout le contraire. Élise Leblanc vécut une longue vie. Elle se maria à un forgeron bon et honnête, eut 4 enfants et devint une sage-femme respectée dans son village. Elle ne parla que rarement de son rôle dans l'affaire Montclerc, préférant laisser le passé derrière elle. Mais les nuits où elle ne pouvait pas dormir, elle pensait aux filles qu'elle avait sauvées et se demandait ce qu'elles étaient devenues. Certaines de ces filles réussirent à reconstruire leur vie. Agnès entra dans un couvent et devint finalement abbesse, consacrant sa vie à aider d'autres femmes dans le besoin. Marie, la plus jeune, retourna chez sa mère et finit par se marier et avoir une famille, bien que les cauchemars ne la quittèrent jamais complètement. D'autres ne s'en remirent jamais vraiment.
Catherine, la première fille qu'Élise avait rencontrée dans ce couloir, se suicida 2 ans après sa libération, incapable de vivre avec les souvenirs de ce qu'elle avait enduré. D'autres tombèrent dans la folie ou dans des vies de misère, leur innocence et leur santé mentale irrémédiablement détruites. Chapitre 14. Le château transformé. Le château de la Lumière devint, comme prévu, un couvent. Les sœurs qui y vivaient consacrèrent leurs vies à la prière et à la pénitence, tentant de purifier un lieu qui avait été souillé par tant de mal. Mais le château n'oublia jamais son passé. Les religieuses rapportaient entendre des pleurs la nuit, voir des ombres dans les couloirs. Certaines disaient sentir une présence malveillante persistante, comme si les crimes commis là avaient imprégné les pierres elles-mêmes. Un prêtre exorciste fut appelé en 1455 pour bénir et purifier le château. Il effectua des rituels pendant 3 jours et 3 nuits, priant dans chaque pièce, aspergeant chaque mur d'eau bénite. Quand il eut terminé, il dit à l'abbesse : « Ce lieu a été souillé par de grands péchés. Les ombres ne partiront jamais complètement. Mais avec la prière constante et de bonnes œuvres, la lumière peut lentement reprendre le dessus. » Et c'est ce qui arriva. Année après année, décennie après décennie, le couvent accomplit de bonnes œuvres. Les sœurs éduquaient les filles pauvres, soignaient les malades, offraient refuge aux voyageurs. Lentement, très lentement, le château de la Lumière commença à mériter son nom à nouveau. Chapitre 15. Les leçons de l'histoire. L'histoire des frères Montclair devint une légende d'avertissement, racontée pendant des générations. Les parents l'utilisaient pour enseigner à leurs enfants la prudence, leur disant de ne jamais faire confiance aveuglément à ceux qui se présentent comme saints. Le diable se déguise souvent en ange de lumière, disait-il. Les pires monstres ne ressemblent pas à des monstres. Ils sourient, ils prêchent, ils aident. Mais derrière leurs bonnes actions se cache parfois une obscurité terrible. Des écrivains et des poètes s'inspirèrent de l'histoire. Des moralistes l'utilisèrent dans leurs sermons. Des philosophes débattirent de ses implications. Comment pouvait-on distinguer le bien authentique du mal déguisé? Quelle était la nature du mal? Était-ce quelque chose d'extérieur qui possédait les hommes, ou quelque chose d'inhérent à la nature humaine elle-même? L'Église, embarrassée que de tels crimes aient été commis par des hommes si ouvertement pieux, utilisa l'affaire pour justifier une surveillance plus stricte du clergé et des laïcs qui prétendaient à une sainteté particulière. De nouvelles règles furent établies concernant l'interaction entre les religieux et les jeunes filles. Mais la leçon la plus importante, celle qu'Élise avait démontrée par son courage, était simple. Face au mal, le silence est complicité. Une personne ordinaire, armée seulement de conscience et de courage, peut défier même les plus puissants et les plus respectés. « N'ayez jamais peur de dire la vérité », disait Élise à ses enfants et petits-enfants. Même si cette vérité est difficile, même si personne ne veut l'entendre, même si cela vous met en danger. Car le silence face au mal est lui-même un mal. Conclusion, la lumière après les ténèbres. En 1502, 50 ans après le procès des frères Montclair, l'abbesse du couvent de la Lumière, comme on l'appelait maintenant, était une vieille religieuse nommée Sœur Béatrice. Elle avait été une des élèves de l'école des jumeaux dans les derniers jours avant leur arrestation, trop jeune à l'époque pour faire partie de leur collection, mais assez vieille pour se souvenir d'eux. Un jour d'automne, une jeune postulante vint la voir avec des questions. La fille avait entendu des rumeurs sur le passé sombre du couvent et voulait savoir la vérité. Sœur Béatrice l'emmena dans une petite chapelle qui avait été construite sur l'emplacement exact de l'ancienne chambre rituelle secrète. Là, un vitrail représentait Sainte Élisabeth, pas la sainte biblique, mais Élise Leblanc elle-même, qui avait été canonisée par un pape reconnaissant en 1490. « Regarde ce vitrail, » dit Sœur Béatrice. « Que vois-tu » ? « Je vois une femme tenant une lanterne, » répondit la jeune fille. « Elle chasse les ombres. »« Exactement, » sourit la vieille religieuse. « C'est la leçon de cet endroit. » Il y a 50 ans, ce château était un lieu de ténèbres où des hommes mauvais commettèrent des crimes terribles. Mais une femme courageuse a apporté la lumière, et maintenant nous continuons son œuvre. « Les ombres sont-elles vraiment parties » demanda la jeune fille. Sœur Béatrice réfléchit avant de répondre. «
Les ombres ne disparaissent jamais complètement. Le mal laisse des cicatrices sur les lieux comme sur les âmes. Mais nous choisissons chaque jour d'allumer des bougies plutôt que de maudire l'obscurité. Nous choisissons de faire le bien, non pas pour effacer le passé, mais pour construire un meilleur avenir. Elle regarda la jeune postulante avec des yeux pleins de sagesse et de compassion. « Te souviens-tu de ceci, ma fille? Le mal existe. Il a toujours existé et existera toujours. Mais le bien existe aussi, et chacun de nous, chaque jour, doit choisir quel côté nous servons. » Pierre et Paul de Montclair ont choisi les ténèbres. Ils ont utilisé leur intelligence, leur position, leur charisme pour blesser les innocents. Mais Élise a choisi la lumière, et son choix, le choix d'une simple servante sans pouvoir ni richesse, fut plus puissant que toutes leurs machinations. C'est l'espoir que ce couvent représente maintenant. Non pas que le mal n'existe pas, mais que le bien peut triompher. Non pas que les ombres ne tombent jamais, mais que la lumière peut les dissiper. La jeune postulante hocha la tête, comprenant. Elle regarda autour d'elle la chapelle paisible, sentit la présence des sœurs priant dans d'autres parties du couvent, entendit le son lointain des enfants riant dans l'école. Le château de la lumière avait finalement mérité son nom, non pas parce que les ténèbres n'y avaient jamais existé, mais parce que la lumière avait vaincu ces ténèbres. Non pas parce que le mal avait été oublié, mais parce que le bien s'était levé pour le combattre. Et c'est ainsi que l'histoire se termina. Non pas avec une fin heureuse simpliste où tout était réparé, car les cicatrices du mal ne s'effacent jamais complètement, mais avec une fin pleine d'espoir, la connaissance que même face aux plus grandes ténèbres, la lumière de la conscience humaine, du courage et de la compassion peut finalement prévaloir. Les ombres du château demeurèrent, mais elles ne régnèrent plus. Et c'est peut-être la meilleure victoire que nous puissions espérer dans ce monde imparfait, non pas l'absence du mal, mais le courage de s'y opposer et la persévérance de continuer à choisir le bien, jour après jour, génération après génération. FIN. Merci de nous avoir écoutés. Nous voilà arrivés à la fin de Les Ombres du Château. Nous espérons que cette histoire vous a captivé et vous a fait réfléchir sur les thèmes importants qu'elle aborde. Si vous avez aimé cette histoire, pouce en l'air, cela nous aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Quel personnage vous a le plus marqué? Connaissez-vous d'autres histoires similaires de l'histoire? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Nos prochaines histoires incluront des récits historiques captivants de différentes époques, des légendes africaines et caribéennes, des biographies de personnages historiques fascinants, des histoires de courage, de résilience et de justice. Nous publions régulièrement du nouveau contenu, alors abonnez-vous pour rester connecté à notre univers d'histoire. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Nous adorons savoir que notre communauté s'étend à travers le monde francophone entier. Merci encore de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Note de l'auteur. Cette histoire, bien que fictive, s'inspire malheureusement de cas réels à travers l'histoire où des personnes en position d'autorité et de confiance ont abusé de leur pouvoir pour commettre des crimes terribles. Elle sert de rappel que la vigilance, le courage de parler et la volonté de croire les victimes sont essentiels pour prévenir et combattre de tels abus. Que nous n'oublions jamais les leçons du passé et que nous ayons toujours le courage d'Élise face à l'injustice.